Merci beaucoup de l'invitation et l'occasion de présenter ici. Donc, je vais présenter des travaux, un mélange de travaux avec mon collaborateur donc Dag Truchargaval et aussi quelques autres personnes. Et il y a un peu de mystère dans le titre que j'espère résoudre en avançant dans cette présentation. Donc, je vais organiser ma présentation autour de 3 questions. La première, c'est faut-il du talent pour innover, pour avancer la connaissance? Le deuxième, est-ce qu'une partie de ce talent se serait perdue? Et si oui, combien? Et puis, finalement, quoi faire? Et donc, pour juste résumer l'argument qui va être développé, je vais vous montrer quelques évidences que souvent, oui, il faut du talent, ou le talent aide à innover, mais que beaucoup de talent est perdu, et peut-être qu'on peut faire quelque chose à ce sujet. J'utilise le mot talent dans un sens assez précis, qui est l'aptitude à résoudre des problèmes, surtout des problèmes mathématiques, pendant l'adolescence. Et donc, ce qui est important là, c'est que c'est pendant l'adolescence, donc c'est quand les gens ont entre, disons, 16 et 18 ans. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui rentre dans ce talent? Et le talent, comme on définit, c'est sûrement un composite de différentes choses, dont une certaine aptitude naturelle et l'entraînement qu'on a pu avoir accès, et puis aussi les efforts consentis pour apprendre ça. Et donc, certains d'entre vous peut-être préféreraient appeler ça mérite, dans le sens où il y a aussi une question d'effort dans ce talent. Mais je vais garder la terminologie que j'emploie habituellement en disant, voilà, on le définit comme ça, le talent. Alors, pour motiver un peu la discussion suivante, je vais me présenter une petite anecdote qui est une découverte en mathématiques. Donc, au début des années 2000, il y a un institut américain qui a créé une liste des plus importants problèmes en mathématiques. Ils en avaient 7. Et ils ont mis une bourse de $1 million sur chacun de ces prix pour la résolution. Et à ma connaissance, il y a un seul de ces 7 problèmes qui a été résolu. Et il a été résolu par Grigori Perelman en 2003. C'était la conjecture de Poincaré. Et la résolution de ce problème mathématique, c'est une grande découverte. Et à l'époque où ça a été fait, ça a pris les mathématiciens un peu par surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une solution à ce problème soit à l'horizon. Et il y a même quelqu'un qui a commenté, mais enfin, vous avez la citation ici, faisant un peu l'hypothèse que peut-être si Perelman n'avait pas travaillé sur ce sujet, cette hypothèse n'aurait jamais été résolue. Donc, ce personnage de Perelman est assez connu. C'est un personnage excentrique qui a refusé qui a refusé le prix d'1 million de dollars qui était offert à lui, et il a aussi refusé certaines reconnaissances. Mais il y a un autre aspect de la biographie de Perelman qui est moins connu, c'est que quand il était jeune, c'était quelqu'un qui excellait dans la résolution de problèmes. Donc, quand il était adolescent, c'était dans les années 80 en Union soviétique, et c'était un des tout meilleurs Russes dans cet exercice. Et d'ailleurs, il a participé, il a gagné une médaille d'or, il a obtenu un score parfait à l'Olympiade internationale de mathématiques, dont je vous dirai plus dans quelques mots. Et donc, toute cette anecdote nous motive à se demander, mais est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est fréquent que les découvertes sont faites par des gens qui étaient talentueux, c'est dans le sens où on l'utilise, c'est-à-dire qui étaient très forts dans la résolution de problèmes quand ils étaient adolescents? Et bon, juste une petite parenthèse, peut-être à certains d'entre vous, il semblerait évident que les découvertes sont faites par des gens qui ont montré des aptitudes précoces. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, dans la littérature sur l'économie de l'innovation, sur lequel je travaille d'habitude, on parle de beaucoup de facteurs qui aident à la production de connaissances et beaucoup de facteurs qui n'ont rien à voir avec ça, en fait. Par exemple, on parle du rôle de l'équipement. Donc, par exemple, pour découvrir une nouvelle planète, il faut des grands télescopes, etc. La chance joue un rôle dans les découvertes, et on n'a pas tellement étudié finalement le rôle de gens qui ont ces aptitudes particulières.
Donc, pour répondre à ma question du slide précédent, est-il commun pour des découvertes d'avoir été faites par des individus talentueux? On a regardé, avant d'arriver là, je vais juste ouvrir une autre parenthèse, c'est qu'il fallait trouver un moyen de mesurer le talent. Et une chose qu'on voulait éviter, c'était de regarder juste les gens qui ont obtenu des gros succès et de voir si, quand ils étaient jeunes, est-ce qu'ils étaient particulièrement talentueux ou pas. Donc, on ne voulait pas faire, par exemple, une étude des prix Nobel et de voir si, quand ils étaient jeunes, est-ce qu'ils étaient talentueux ou pas, parce qu'on voulait aussi observer les gens qui avaient un grand potentiel, mais qui ne l'ont jamais réalisé. Donc, il nous fallait un moyen de trouver ces gens-là qui avaient ce grand potentiel. Et notre approche initiale, qu'on maintenant on raffine, on développe à des choses un peu similaires, mais notre approche initiale, c'était d'étudier les trajectoires de carrière des participants aux Olympiades de mathématiques. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ces Olympiades, il s'agit de compétitions où chaque pays envoie 6 participants dans un lieu différent chaque année, et ce sont des adolescents qui sont encore à l'école secondaire, et durant ces Olympiades, ils résolvent 6 problèmes difficiles. Pour être sélectionné par votre équipe nationale, il faut d'abord avoir excellé dans les compétitions souvent régionales et après nationales, et après les meilleurs sont envoyés aux Olympiades de mathématiques, et on peut observer les noms et les résultats de ces participants. Donc, pour venir à ma question, est-ce que c'est fréquent que des découvertes importantes aient été faites par des gens qui avaient excellé dans les compétitions de mathématiques et étaient talentueux? Il semble que oui. Donc ici, je vous montre une liste des médaillés Fields. Donc, en mathématiques, la médaille Fields est la récompense la plus prestigieuse, l'équivalent du prix Nobel. Un domaine, d'ailleurs, où la France excelle, ces médailles Fields. Et donc ici, vous avez les noms de tous les médaillés ces 22 dernières années. Et en bleu, vous avez le nom de ceux qui avaient été aux Olympiades de mathématiques auparavant. Et comme vous pouvez le voir, environ la moitié des médaillés Fields ont participé et gagné des médailles aux Olympiades de mathématiques. Et puis pour compléter ça, on peut se dire, ok, mais combien de gens gagnent des médailles? Moi, je peux vous dire, c'est environ 50 par an. Et combien de gens font des thèses en mathématiques et après essayent d'avancer la recherche dans ce domaine? Donc on a fait ces calculs. Et vous observez ici, on peut regarder les résultats. Je vous invite à regarder le cadran inférieur droit. Donc ça, c'est la chance que quelqu'un gagne une médaille Fields. Et si vous avez été médaillé d'or aux Olympiades de mathématiques, vous avez 3% de chance de gagner une médaille Fields par la suite. Et 3%, c'est pas beaucoup, mais si vous comparez à quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus. Donc par exemple, si vous comparez à la chance de gagner un Fields Medal pour un médaille d'or aux Olympiades, c'est 50 fois plus qu'un thésard en mathématiques de l'Université de Cambridge ou de MIT, etc. Et ces gens-là qui ont excellé dans ces compétitions de mathématiques, ils poussent la frontière de la connaissance en maths, mais ils sont aussi souvent actifs dans d'autres domaines, excellent dans d'autres domaines. Donc ici, je vous ai mis la liste des fondateurs de OpenAI. Donc OpenAI, c'est les gens qui sont derrière ChatGPT, donc l'outil d'AI dont on parle beaucoup ces temps-ci. Et parmi les 6 fondateurs, il y en avait 4 qui étaient dans ces compétitions quand ils étaient jeunes, certaines fois de mathématiques, et il y a d'autres compétitions un peu similaires en physique, en informatique, etc. Et donc, ce n'est pas seulement en maths que ces gens poussent la frontière de la connaissance. J'ai un projet de recherche en cours où on fait une étude vraiment systématique, où on regarde tous les participants à ces Olympiades de jeunesse, et on a aussi une liste de tous les prix scientifiques importants et de leurs lauréats, et on regarde comment ça se distribue de l'un à l'autre. Et là, à gauche, vous avez les participants aux Olympiades, et à droite, vous avez le domaine dans lequel ils gagnent des prix. Et ce que vous pouvez observer ici, c'est que en bas à gauche, vous avez
la grande barre, c'est AMO, c'est les dénominateurs de mathématiques. Ces gens-là gagnent des prix par la suite en maths, mais aussi en physique, en informatique, dans toutes sortes de domaines. Et puis, il y a quelques autres compétitions, comme en IOI, c'est en informatique, et vous avez aussi la physique et la chimie. Donc, les gens qui excellent dans ces compétitions aussi gagnent des prix, des fois dans leur propre domaine et des fois ailleurs. Je vais continuer mon exposé en discutant pour la question du fait que souvent ces talents peuvent être perdus. C'est un phénomène qui peut être, ou disons, pas utilisé, ou on n'observe pas dans nos données. Et je vais commencer par discuter l'évidence à l'intérieur des pays. Donc il y a un phénomène qui a récemment attiré l'attention des économistes, qui est que les inventeurs et les producteurs de connaissances, typiquement, sont enfants de gens de milieux favorisés. Et donc, par exemple, si vous regardez le cadran du milieu, donc, enfin, tous les graphes sont les mêmes dans le sens où, à l'horizontale, vous avez la place dans la société, enfin, le revenu des parents exprimé en centiles, et puis sur l'axe vertical, vous avez le nombre d'entre eux qui deviennent inventeurs. Et dans l'axe, dans le milieu, vous avez des données pour les États-Unis. Et puis à droite, vous avez un travail de Philippe Aguillon, un professeur au Collège de France, qui est sur des données finlandaises. Et en fait, ce qu'il trouve, c'est que donc, les inventeurs viennent de façon disproportionnée de milieux favorisés. Et il parle de Liechtenstein, avec cette idée qu'il doit y avoir beaucoup de gens talentueux qui viennent de milieux relativement défavorisés, mais qui sont perdus, qui ne sont pas trouvés, qui n'ont pas la chance de devenir producteurs de connaissances. Et dans le même registre, il y a une étude récente par Xavier Jaravel et co-auteurs. C'est une note du Conseil d'analyse économique qui ont fait le même exercice pour la France. Et ils trouvent grosso modo la même chose, qu'il y a ce gradient socio-économique. Donc, qui c'est qui devient ici un chercheur ou un ingénieur en France? Donc, si on peut avoir ce gradient socio-économique dans les pays développés, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne devrait pas aussi être le cas dans les pays en voie de développement. Mon co-auteur Ruchir Gavalemassa et moi-même, nous faisons une étude sur l'Inde à ce sujet. Et comme en Inde, on n'a pas les mêmes données qu'on pourrait avoir accès en France ou en Finlande ou aux États-Unis, mais par contre, on peut utiliser les noms de famille comme un outil pour détecter les origines sociales des gens. Et juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait dans cet article, on peut comparer deux noms de famille indiens. Un nom Bhattacharya. Il y a 100 000 personnes en Inde qui ont ce nom de famille. Et puis, vous regardez dans les bases de données, il y a 300 brevets qui ont été inventés par des Bhattacharya. Il y a 18 000 publications dont l'auteur est Bhattacharya. Il y a une comète qui est nommée après Bhattacharya, etc. Un autre nom indien qui vous est peut-être même moins familier, c'est le nom de Paswan. Et en fait, il y a 15 fois plus de Paswan qu'il y a de Bhattacharya. Mais vous ne trouverez pas de brevet dont l'inventeur aurait été un Paswan. Et très peu de publications scientifiques. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que donc Bhattacharya, c'est un nom qui dénote ces hautes castes indiennes dédiées à l'étude des textes sacrés, tandis que Paswan, voilà, c'est une cache intouchable, etc. Et dans l'article, on le fait de façon très systématique avec tous les noms, on a toutes les données sur 800 millions d'électeurs en Inde, etc. Et on retrouve la même chose, donc qu'en Inde, les inventions, les publications viennent disproportionnellement des individus qui ont ces origines socio-économiques favorisées. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était à l'intérieur des pays.
Mais il y a une autre chose qui se passe ici, c'est qu'il y a des grandes différences entre pays dans les opportunités qui sont présentées aux gens. Donc, par exemple, ce que je peux vous montrer ici, vous voyez une carte où vous avez le lieu de naissance des prix Nobel de physique. Et probablement, ce serait très similaire pour chimie et biologie. Et ce que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'il n'y a jamais eu de prix Nobel de physique qui serait né en Amérique du Sud ou en Afrique subsaharienne. Et en général, 90% de la population, des jeunes du monde, parce que bon, déjà, il y a beaucoup de populations des pays en voie de développement, et en plus, ces populations sont en général jeunes. Donc 90% des jeunes du monde vivent dans les pays en voie de développement, où historiquement, souvent, ils n'ont pas eu l'opportunité de développer leurs talents s'ils en avaient, et de contribuer à la production de connaissances. Dans le cadre de ces études que j'avais fait avec Usha Agrawal, on avait aussi regardé les participants aux Olympiades de mathématiques et on comparait des participants qui avaient le même talent, c'est-à-dire qui avaient les mêmes résultats à l'Olympiade de mathématiques et on suit leur carrière par la suite, et un participant d'un pays en voie de développement produit environ la moitié de la connaissance produite par un individu des pays développés. Donc même parmi ceux qui arrivent à exceller dans ces compétitions de mathématiques, que par la suite, ce talent est moins souvent converti en termes de production de la connaissance. Et on peut se dire, oui, mais peut-être ils font autre chose. Évidemment, ils font autre chose, mais ils ne font pas des choses qu'on peut voir. Ils ne produisent pas de la connaissance, par exemple, en économie ou en sociologie, ou ils ne sont pas, ils ne sont pas politiciens, enfin, on les trouve pas. Okay? D'où le nom des génies invisibles. Donc il y a beaucoup de gens très talentueux dans les pays en développement que finalement on ne voit pas et on n'observe pas. Donc ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, en particulier sur les différences à l'intérieur des pays, c'est quelque chose qui est de plus en plus compris et apprécié, en tout cas parmi les économistes. Mais ce qui est beaucoup moins clair, c'est est-ce que c'est quelque chose sur qu'on pourrait faire quelque chose pour remédier à cette situation. Et c'est la question principale sur laquelle mon centre de recherche, Global Talent Lab, travaille. Et donc on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour remédier à ce problème. Et en parallèle de ça, on essaye aussi de sensibiliser le public à ces problèmes. Donc je suis ravi d'avoir la possibilité de présenter ici. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'état de nos réflexions sur qu'est-ce qui pourrait être fait sur ce problème. Donc, évidemment, si on pouvait égaliser l'opportunité à la naissance, non seulement à l'intérieur du pays, mais à travers le monde, évidemment, ça résoudrait le problème, mais c'est très difficile à faire, et peut-être les sociologues n'auraient plus d'emploi, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais disons, à part ce but peut-être inatteignable, peut-être que d'égaliser l'opportunité pour les jeunes talentueux, ou disons, améliorer l'opportunité pour les jeunes talentueux qui viennent de pays ou de milieux défavorisés, peut-être que ce but plus modeste pourrait être réalisable et peut-être utile pour aussi augmenter la connaissance, etc. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour égaliser l'opportunité pour les jeunes talentueux? Donc une approche serait de renforcer les capacités dans les pays en voie de développement. Donc par exemple, créer des centres d'excellence dans les pays en voie de développement pour les études et la recherche. Il y a un centre comme ça au Brésil qui s'appelle IMPA, qui marche extrêmement bien, et qui a d'ailleurs produit le premier médaillé Fields du Brésil et de l'Amérique latine. Mais enfin, alors, plus de choses de cela pourraient aider. Il y a une autre dimension sur laquelle on réfléchit, qui est d'offrir à ceux qui le veulent la possibilité d'étudier, à travailler à l'extérieur de leur pays, ou en tout cas de rendre ça plus facile. Et une chose qu'on a observée dans nos études, c'est que ceux qui, parmi ces jeunes
ces jeunes talentueux des pays en voie de développement qui ont excellé aux Olympiades de mathématiques. Dans ce groupe-là, ceux qui migrent vers la France ou les États-Unis, ceux-là réussissent très bien. Donc, vous dire, est-ce qu'on pourrait peut-être faciliter ça pour ceux qui vous le voudraient? Et il y a certaines universités qui le font, en fait. Et en particulier aux États-Unis, il y a MIT qui offre des bourses complètes pour des étudiants qui sortent de ces filières. Donc, ce qui est intéressant à MIT, c'est que si vous avez un dossier suffisamment bon pour être admis au programme, même en tant qu'étudiant international, MIT va vous offrir non seulement les frais de scolarité, mais si vous en avez besoin, si vous êtes riche, vous payez, mais si vous en avez besoin, MIT va vous offrir non seulement les frais de scolarité, mais aussi une bourse pour vivre au quotidien. Donc, du coup, c'est ouvert aussi aux étudiants des pays en voie de développement. Mais la limite de ce modèle de MIT, c'est qu'au final, ils ont très peu de place. Et ceux qui n'arrivent pas à rentrer à MIT, ils n'ont pas beaucoup d'autres options. Une option qu'ils ont récemment, c'est l'École normale supérieure a introduit aussi une bourse de ce type, aussi limitée en nombre. Mais ils le font aussi. C'est une chose, on essaye de motiver plus d'universités à faire ce genre de choses-là. Il y a une autre approche auquel on réfléchit, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait, par une aide plus modeste, aider les gens quand ils sont encore dans leur pays, avec une aide plus modeste. Et donc, dans ce cas-là, on pense au rôle d'une petite aide financière. Et quand je dis petite, on pense à des montants de, disons, par exemple, 500 ou 1000 euros total. Okay. Et si on donnait ça à des jeunes patrimoines dans les pays en développement, est-ce que ça pourrait être utile? Évidemment, ces gens-là peuvent avoir toutes sortes de contraintes dans leur vie. Par exemple, on a fait un entretien avec un jeune qui avait obtenu une des premières places à l'Olympiade de mathématiques au Kenya. Et il nous a dit que quand il était enfant, sa famille ne pouvait... Sa famille, donc son père n'était pas présent, et sa mère avait de la peine à payer les frais de scolarité dans l'école publique. Par exemple, dans les pays en développement, il y a des frais de scolarité même dans les écoles publiques. Et même ces petits frais-là posaient problème pour sa famille. Ok, donc il y a l'aspect aide financière. Et puis l'autre, c'est une question un peu de formation pour aider les gens à développer leur talent. Pour exceller dans ces compétitions de mathématiques, il faut aussi avoir certaines ressources en termes d'entraînement, en termes de livres, etc. Et dans certains pays, il n'y a pas beaucoup d'accès à ces ressources. Donc, en ce moment, on travaille à évaluer un programme où, en fait, on recrute des jeunes talentueux des pays en voie de développement, donc qui ont typiquement excellé à des compétitions dans les pays, et on leur offre une formation supplémentaire, pour l'instant sur une base aléatoire, sur une base aléatoire, c'est-à-dire qu'on la moitié reçoivent un cours et l'autre moitié ne le reçoivent pas pour qu'on puisse l'évaluer, et après, s'ils réussissent bien, on leur offre une aide financière de 500 euros. Donc juste, l'idée ici, c'est essayer de faire une petite intervention pour voir si ça fait une différence dans le parcours de vie de ces gens-là. Et donc, pour revenir un peu au sujet du colloque, dont j'espère ne pas m'être trop écarté, disons, nous pensons que peut-être que le système actuel n'est pas assez méritocratique, dans le sens où vos chances, parce que souvent on a une perspective très nationale sur ces problèmes, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Inde, ou je ne sais pas. Mais si on pense à l'intérieur du monde, votre chance de devenir un producteur de connaissances ou d'autres choses, mais nous, on regarde surtout l'innovation, elle est, dans une large mesure, déterminée par le pays où vous êtes né, par le hasard de la naissance dans ce sens-là, et pas par votre aptitude pour les mathématiques, votre talent, etc. Et donc,
Voilà, peut-être le système actuel n'est pas assez méritocratique dans ce sens-là, et je me réjouis de vos réactions et de vos questions.